Ben bon, bonjour à tous. Enfin, je dis bonjour à tous et il y a quand même un petit peu une étrangeté, puisqu'en l'occurrence, il n'y a personne. Enfin, il y a Boris et sa caméra et moi. Donc ce tout, c'est un peu étrange, quoi. J'ai pensé, du reste, qu'il y a des textes de Jacques Derrida là-dessus. Derrida dit que toute parole, enfin lui il dit tout texte, hein, mais vous savez que Derrida pense que tout texte est une parole, ce qu'il appelle un architecte. Donc il dit que toute parole, tout texte est destiné à partir en fumée. Dès son émission, elle se détache de son expéditeur, s'éloigne de la certitude d'un sens et d'une vérité. Et il dit aussi que dans la structure de la marque, de l'enregistrement, la possibilité de l'absence du récepteur est toujours inscrite, la lettre est restante, elle n'a pas de trajet propre et peut toujours manquer à sa destination. Donc on peut imaginer que personne ne regardera jamais cette vidéo. Et ben, il faut faire avec, quoi. Finalement, ça a quelque chose d'assez vertigineux, donc ça n'est pas pour me déplaire. Alors, d'habitude, à la Société Louise Michel, comme vous savez, on reçoit plutôt des auteurs amis. Alors, ça peut être des amis qui entraînent des polémiques, hein, puisque on n'est pas tous sur les mêmes options sur tous les sujets. Mais enfin, disons que ce sont plutôt des auteurs amis, ce qui fait que, bon, si on réfléchit, la Société Louise Michel, ce serait une espèce d'université populaire, quoi, où on essaie de faire partager comme ça des travaux qui nous paraissent importants. Et puis tout d'un coup, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal aussi de temps en temps d'allumer des contre-feux, c'est-à-dire de parler d'auteurs qu'on n'aime pas forcément, ou en tout cas de gens pour lesquels on n'a pas forcément beaucoup de sympathie ou beaucoup de respect, et bon, voir un petit peu de quoi ils sont faits. Il y a quelques années, on avait un groupe de lecture et j'avais fait une présentation sur un livre de Zemmour, Le Destin français. On n'était pas très nombreux à y assister, du reste je pense qu'il va falloir remettre nos couverts, quoi, hein, c'est-à-dire à un moment donné regarder un petit peu de quoi le petit Éric Zemmour est fait. Et aujourd'hui, bon, on s'est dit qu'on allait travailler sur Houellebecq, que j'appellerais volontiers le petit Michel. Bon, c'est une petite moquerie, mais enfin il y en a plein dans ses textes, bon, hein, donc pourquoi pas l'appeler le petit Michel. Alors la première chose à dire, c'est que c'est un auteur. C'est pas un idéologue pur. C'est-à-dire qu'il y a toujours, évidemment, dans le travail d'un auteur, des ambiguïtés. Et il y en a dans ses textes littéraires, mais il y en a aussi dans ses essais. Par exemple, dans un article, Houellebecq dit que Zemmour est le plus intelligent. Il dit par exemple que dans les débats de CNews, c'est le plus intelligent et que donc forcément c'est le meilleur. Mais par ailleurs, il dit que l'intelligence n'est rien, dans un autre texte, hein, il dit que l'intelligence n'est rien si elle n'est pas assise sur une forte base morale. Et il écrit « Il n'y a que le sens du devoir qui puisse réellement nous maintenir en vie. La seule supériorité que je reconnais, c'est la bonté. » Donc du coup, on se dit « Ah oui, il dit que Zemmour est le plus intelligent, mais en même temps, il dit que pour lui, l'intelligence n'est pas un critère très important. » Dans un autre texte qui s'appelle « Donald Trump est un bon président », il commence par dire que Trump est un avant-guignol. Et souvent, on a ça dans ces textes, c'est-à-dire on a d'un côté une valorisation, de l'autre côté une dévalorisation, et du coup, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. On ne sait pas toujours très bien sur quel pied danser, parce qu'on va voir, au fur et à mesure que cet exposé va avancer, qu'on sait très bien sur quel pied danser avec lui. Bon, ces constatations, à l'occasion de cette présentation, ça vient de l'édition de Intervention 2020, donc qui vient juste de sortir, et qui publie des textes qui sont des textes non romanesques de Houellebecq. Ça peut être des interventions, des interviews, des articles pour des journaux. Ce qui est assez amusant, c'est que le texte le plus ancien de 1992, ça s'appelle « Jacques Prévert est un con », et c'était publié dans les Lettres françaises, hein. Et ça va jusqu'à 2020, des articles dans la revue des Deux Mondes ou des interviews à valeurs actuelles. Donc voilà, c'est un parcours quand même assez intéressant quand on pense que le jeune Houellebecq était un ami de Jean Ristard et publiait dans les Lettres françaises et puis qui finit à valeurs actuelles. Il faut dire que alors ce texte, donc Intervention 2020, il y a eu des éditions précédentes. Il y a Intervention 1998, 2009 et 2020 à chaque fois. Donc il rajoute les textes qu'il a publiés dans l'intervalle. Et il semblerait que, en tout cas d'après Houellebecq, c'est la dernière édition qu'on verra. Donc voilà, c'est final, quoi, c'est un petit peu final. Il faut rappeler que Michel Houellebecq, c'est l'auteur français vivant le plus connu et le plus lu à l'étranger. Si on était au Japon, ça serait un trésor national vivant. Donc c'est aux États-Unis,
en Allemagne, en Italie. J'ai compté aux États-Unis à peu près 450 thèses déjà sur Houellebecq, autant en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Donc en fait, c'est un auteur que le monde entier nous envie. Et quand on pense littérature française à l'étranger, contemporaine, on pense Michel Houellebecq. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Non, voilà, c'est assez important. Du reste, beaucoup de gens en France, quand on les questionne, quel est le plus grand auteur français vivant, ils disent Michel Houellebecq. Alors beaucoup l'ont pas lu, mais ils se sentent obligés de dire Michel Houellebecq parce que bon, ils savent pas très bien qui dire d'autre. Et puis bon voilà, donc on fait face à cette affaire-là, c'est assez marrant. Alors les gens qui le critiquent le présentent souvent comme un auteur qu'ils n'aiment pas, mais qui est plus important que d'autres auteurs qu'ils aiment. Hein, voilà. Donc Houellebecq est quand même un peu l'auteur des paradoxes. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des fulgurances d'écriture. J'ai passé du temps, donc, avant de faire cet enregistrement, à lire Houellebecq. Ça fait un mois que je ne lis que Houellebecq, à peu près. Et je dois dire que les 25 dernières pages de Sérotonine, par exemple, qui est son dernier roman, publié en 2019, qui sont une réflexion du narrateur autour de Thomas Mann et de Marcel Proust, sont absolument magnifiques. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, il se dit, il prend Thomas Mann et La mort à Venise, et il dit, et puis Proust et les jeunes filles en fleurs, ou enfin, comme on sait aujourd'hui, les jeunes garçons en fleurs, pour Proust. Mais il dit, c'est quand même extravagant que ces auteurs-là, qui sont arrivés à un niveau intellectuel très développé, une culture, des espèces de sommets de culture occidentale, finalement étaient très passionnés à la fin de leur vie. Thomas Mann par un jeune homme, hein, le jeune homme de Mort à Venise, et Proust par des jeunes filles. Quelqu'un un jour me faisait remarquer que finalement les gens qui lisent Proust et les gens qui lisent Guy Descartes cherchent la même chose. Ils cherchent une petite excitation. Hein. Bon, ben évidemment, quand ils lisent Proust, ça passe par des qualités esthétiques un peu différentes, mais finalement, je pense que c'est une perception de notre rapport à la littérature ou à l'art en général qui n'est pas complètement stupide. Donc j'ai appelé ça Michel Houellebecq, une hypothèse conservatrice. Évidemment, vous entendez bien que c'est une inversion de l'hypothèse communiste d'Alain Badiou. Hein. Je me suis dit, voilà, on va faire dialoguer au moins par le titre Alain Badiou et Michel Houellebecq. C'est un dialogue un peu inattendu, mais après tout, pourquoi pas un peu d'inattendu. La première question, c'est donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un conservateur et qu'est-ce que c'est qu'un réactionnaire ? Alors c'est vrai que quand on pense à la littérature classique, je dirais depuis la littérature grecque et latine jusqu'à la littérature classique française, ça n'a pas beaucoup de sens de dire qu'un auteur est conservateur ou de dire qu'il est réactionnaire. Je ne connais qu'un exemple, c'est que Aristophane, et on dit toujours Aristophane le réactionnaire. Bon, faudrait que je demande à Calam de m'expliquer ça d'un peu plus près du reste. Mais enfin bon, à part ça, évidemment, avant la Révolution française, progressiste, conservateur, réactionnaire, sont pas des catégories pertinentes. On peut pas dire que La Fontaine est réactionnaire, que Racine est progressiste, que Corneille est réactionnaire. Bon, voilà, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Il y a quand même, alors, disons, quelques conflits assez intéressants. Avant la Révolution française, il y a évidemment la querelle des anciens et des modernes à la fin du XVIIe siècle, les anciens étant des classiques, hein, c'est-à-dire que c'est une querelle entre les partisans du respect des modèles hérités de l'Antiquité et les partisans d'une modernité qui est plus proche du pouvoir royal. Mais ce qui ressemble plus à des débats d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé la querelle des bouffons, en 1754, 1752, 1754, qui opposait les défenseurs de la musique française, autour de Rameau, contre l'italianisation de l'opéra français avec Rousseau. Et on voit bien du reste que là, on est dans un rapport entre ce qu'on pourrait appeler une identité française pure, Rameau, et puis des influences étrangères, l'opéra italien, défendu par Rousseau. Bon, comme chacun sait, c'est l'opéra italien qui a gagné la bataille, et on comprend bien pourquoi, il suffit d'écouter un peu de musique italienne pour le savoir, mais on était déjà finalement dans un conflit qui précède, disons, les conflits dont Éric Zemmour parle sans arrêt, par exemple, c'est-à-dire une influence étrangère, en l'occurrence l'influence italienne dans la musique française. Alors, bon, on me dit que les Français avaient été un peu échaudés par le long règne, si on peut dire, de Mazarin, hein, et des Italiens en France, mais enfin, bon. Après la Révolution française, on a un exemple assez intéressant d'opposition
de ce type, avec les hussards, hein, placés sous le patronage de Jacques Chardonne et de Paul Morand, qui étaient quand même deux collaborateurs très très fameux. Hein. Bon, je rappelle que Chardonne était un des auteurs préférés de François Mitterrand, comme quoi personne n'est parfait. Et c'est vrai que émancipé du handicap de la collaboration, et contre la littérature engagée de l'époque, hein, des écrivains comme Michel Déon, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Roger Nimier, ont eu quand même une certaine importance, et c'est Nimier, grâce à son roman Le Hussard bleu, qui a donné son nom au mouvement. Alors j'ai fait d'abord une petite recherche lexicographique pour peser, disons, la différence entre progressiste, conservateur et réactionnaire, et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Progressiste d'abord, parce que c'est vrai que si on se pose la question de ce que c'est qu'un auteur conservateur ou réactionnaire, on peut commencer par se demander qu'est-ce que c'est qu'un progressiste. Alors, progressiste, nous dit le grand Robert en 9 volumes, le mot apparaît avant 1837, et c'est un partisan du progrès, sur les plans politiques, sociaux et économiques, qui tend à la modernisation de la société vers un idéal, soit par des réformes, soit par des moyens violents. Et il y a le terme progressisme apparaît en 1845. En revanche, conservateur, le terme apparaît en 1794, c'est qui tend à préserver l'ordre social existant, et le mot conservatisme apparaît en 1851, c'est hostile à toute évolution. Quant au mot réactionnaire, il apparaît, quand je dis il apparaît, ça veut dire ces occurrences repérées par un lexicographe. Hein. En 1796, ça vient de réaction, et ça veut dire mouvement d'idées, d'action qui s'oppose au progrès social issu des principes de la Révolution. Par exemple, Babeuf parle de la Révolution thermidorienne. Alors, j'ai une citation de Benjamin Constant qui est assez intéressante, de 1797. Constant dit « Ce qui distingue essentiellement les réactions, c'est l'arbitraire à la place de la loi, la passion à la place du raisonnement. Au lieu de juger les hommes, on les proscrit. Au lieu d'examiner les idées, on les rejette. » Donc, dans l'ordre d'apparition lexicale, conservateur est apparu en premier, 1794, réactionnaire est apparu en second, en deuxième, 1796, et progressiste est apparu en troisième, 1837. Donc, étant les derniers, hein, enfin, dans l'ordre du discours, pour plagier Michel Foucault, fallait pas s'attendre à des miracles, parce que le mot progressiste est donc arrivé dernier. Ça me rappelle du reste une chose que j'avais lue dans Nietzsche, je ne sais plus très bien où c'est, je crois que c'est dans Aurore, où Nietzsche dit que la réaction précède toujours l'action, et on se rend compte qu'en tout cas, dans le vocabulaire, c'est assez vrai. Alors, en ce qui concerne les néo-réactionnaires ou néo-conservateurs, je ne vais pas trop les distinguer parce que les thèmes sont repris, circulent de l'un à l'autre. Bon, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je préfère dire que Houellebecq est conservateur plutôt que réactionnaire, mais pour l'instant, je les mets dans le même paquet. Alors, malgré la diversité des profils, il y a des thèmes qui circulent quand même dans ces familles. Le premier, c'est la critique de mai 68. Houellebecq dit « Mai 68 n'a servi qu'à briser les quelques règles morales qui entravaient encore la voracité du fonctionnement de la machine sociale. » Ce qui est intéressant du reste dans la critique de 68, c'est qu'on voit que 68 soit la dernière grande grève ouvrière et la dernière grande grève, le dernier grand mouvement de grève qui allie, enfin sur cette durée-là, hein, parce qu'il y a 95 aussi, mais qui allie sur cette durée-là les ouvriers et les étudiants, n'intéresse pas du tout les gens qui sont très opposés à mai 68. En revanche, la question morale les questionne plus. Il s'oppose aussi à la libération des mœurs. Hein. Houellebecq dit « Le couple homme-femme est devenu invivable depuis la libération sexuelle », ou au féminisme. Alors là, sur le féminisme, j'ai quand même un peu de lecture à vous faire. Alors, on aurait peut-être dû prévoir un petit intermède musical pendant que je cherche les pages, mais bon, non, on s'en passe. Alors, parce que, non, je vous lis un petit bout de intervention, hein, sur le féminisme, parce que c'est quand même pas mal. Donc, Houellebecq écrit « Pour ma part, j'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes, inoffensives dans leurs principes, malheureusement rendues dangereuses par leur désarmante absence de lucidité.
Ainsi, pouvait-on, dans les années 70, les voir lutter pour la contraception, l'avortement, la libération sexuelle, etc. Tout à fait comme si le système patriarcal était une invention des méchants mâles, alors que l'objectif historique des hommes était à l'évidence de baiser le maximum de nanas sans avoir à se mettre une famille sur le dos. Les pauvres poussaient même la naïveté jusqu'à s'imaginer que l'amour lesbien, condiment érotique apprécié par la quasi-totalité des hétérosexuels en activité, était une dangereuse remise en cause du pouvoir masculin. Elle manifestait enfin, et c'était le plus triste, un incompréhensible appétit à l'égard du monde professionnel et de la vie de l'entreprise. Les hommes qui savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir sur la liberté et l'épanouissement offerts par le travail ricanaient doucement. Cette dernière phrase n'est pas tout à fait stupide. Un peu plus loin, il dit « On ne naît pas femme, on le devient, ne témoignant que d'une ignorance crasse des données biologiques les plus élémentaires, etc. etc. » Bon, voilà. Donc, il y a plein de pages très très antiféministes dans Houellebecq. On en a aussi des fameuses chez Zemmour. Voilà, c'est assez marrant, quoi. Faut dire ce qu'il y a, c'est assez marrant. Mais c'est quand même, je dis c'est marrant parce que ceux qui me connaissent pas le savent pas, mais moi, un peu tout me fait rire. Mais en même temps, c'est pas si drôle que ça. Il y a aussi une critique de l'égalité et du relativisme culturel qui l'induirait, hein, une critique du droit de l'hommisme, entre guillemets. Houellebecq écrit « Quant aux droits de l'homme, bien évidemment, je n'en ai rien à foutre, c'est à peine si je parvenais à m'intéresser aux droits de ma queue. » Bon, ça a le mérite d'une certaine franchise. Et du soi-disant donc primat accordé aux minorités, critique du métissage, de l'antiracisme, etc., etc. On peut dire que il y a chez cet auteur, et chez Zemmour, chez Finkielkraut, chez Onfray, enfin il n'est pas tout seul dans son bateau, une espèce de désenchantement démocratique d'un côté, un pathos du déclin de l'autre. Hein. Et du reste, quand on les lit bien, la laïcité n'est plus un principe juridique, mais un patrimoine à préserver. Alors, il y a des écrivains dans ces familles-là. Il y a eu Philippe Meuret, hein, qui est décédé maintenant, Houellebecq, Maurice Dantec, qui est décédé, que moi j'avais beaucoup aimé sur ses premiers romans. C'était quand même un des très 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 bons auteurs de romans noirs. Et puis bon, il est un peu viré. Richard Millet, dont je parlerai tout à l'heure, Pascal Bruckner, Marc-Édouard Nab, Denis Tillinac, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Éric Neuhoff, Patrick Besson, etc. etc. Quand on regarde un petit peu ce qui unit tous ces auteurs, on peut dire d'abord une fidélité à l'égard des grands genres lettrés passés, le pamphlet, chez Millet ou Robert Ménard, l'essai stylisé, hein, je pense à Bruckner, Finkielkraut, la poésie aussi, Charles d'Orléans, qui est cité au début du roman de Houellebecq qui s'appelle « La carte et le territoire ». Et cette citation de Charles d'Orléans est la suivante: « Le monde est ennuyé de moi, et moi pareillement de lui ». Dans les références, il y a aussi l'art de la conversation, soi-disant hérité du XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire, l'art de la conversation est une invention française du XVIIIe siècle, probablement. Mais évidemment, quand c'est transcrit à la télévision, on pense à Elisabeth Lévy, Michel Onfray ou Finkielkraut. C'est un art de la conversation qui semble un peu diminué par rapport aux traces qu'on en a de ce qui se passait dans les salons français du XVIIIe siècle. Il est possible aussi de passer par le roman. Pour les idéologues, je pense à Éric Zemmour, qui en 2008 a publié un roman qui s'appelle « Petit frère ». Bon, ses thèses ne diffèrent pas beaucoup de ses essais, mais il y a une espèce de plus-value littéraire, si on peut dire. Hein. Alors, il y a raconté l'assassinat d'un jeune DJ juif par son meilleur ami arabe. Alors, on y apprend, hein, citation de Finkielkraut, que l'antiracisme est le communisme du XXIe siècle. Comme vous voyez, le programme est assez ambitieux et, je dirais, un peu lourd. Bon, il faut dire que dans ces familles-là, il y a des vrais écrivains, hein, et qui sont, disons, portés par une véritable esthétique littéraire. J'en vois deux. Renaud Camus, bon, qui est très célèbre aussi parce que c'est l'inventeur de cette notion du grand remplacement, hein, mais bon, qui est un auteur qui a publié des textes qui avaient une belle qualité littéraire, on peut le dire. Et puis Richard Millet, hein, qui se réclame de Georges Bataille et de Jean Genet, le Bataille de la littérature et le mal, qui est un livre assez important des autres, le livre de Bataille. Donc bon, sur Houellebecq, je vais passer par trois étapes. La première étape, ce sera ses positions. Donc ça va beaucoup sortir de Intervention 2020. Après, je regarderai un petit peu ses romans.
Et puis après, je poserai la question que Simone de Beauvoir posait sur le marquis de Sade. Je reprendrai cette question, faut-il brûler Houellebecq? Donc, les positions et quelques thèmes. Alors, bon, j'ai pas vraiment organisé ça, comment dire, je cite les thèmes au fur et à mesure qui m'apparaissaient, donc dans un certain désordre, mais finalement, souvent, quand je réfléchis, je préfère le désordre à l'ordre, donc ça me va bien. La première chose qui m'apparaît, c'est... alors la formule est un peu... résume un peu le truc, je vais la développer un petit peu. Dans son rapport au monde, on peut dire que Houellebecq est un gnostique, qui basé sur le positivisme hérité d'Auguste Comte. Oui, je sais, la formule comme ça fait un peu pudding, mais je vais essayer de l'expliquer. La gnose, comme vous savez, c'est l'opposition entre deux dieux, le dieu du mal et le dieu du bien. Et le corps et la vie terrestre sont une prison dont l'homme doit se libérer pour être sauvé. S'ajoute un pessimisme absolu, car l'homme est mauvais, l'homme est l'homme de la chute. Eh bien, Houellebecq dit « L'univers est basé sur la séparation, la souffrance et le mal. L'acte initial, c'est le refus radical tel quel. C'est aussi l'adhésion aux notions de bien et de mal, la volonté de creuser ces notions. » Du reste, pour lui, la civilisation, par exemple, est uniquement comprise comme ce qui nous protège les uns les autres. Donc, pour le petit Michel, c'est le XXe siècle tout entier qui est une prison et de laquelle il va falloir s'évader. Sa religion est scientiste, comtienne. C'est pour ça que je parlais d'Auguste Comte. Vous vous souvenez peut-être qu'entre 1845 et 1849, ça me fait rire de dire vous vous souvenez peut-être, parce que je pense que personne ne s'en souvient, et que si je ne l'avais pas écrit, personnellement, je ne m'en souviendrais pas. Enfin bon, entre 45 et 49, 18 ans, le positivisme prend un tournant religieux, qui se concrétise dans la fondation de la religion de l'humanité, l'humanité étant pour Auguste Comte l'ensemble des êtres passés, futurs et présents, qui concourent librement à perfectionner l'ordre universel. Le progrès n'est que le développement de l'ordre, écrit Houellebecq sur Auguste Comte. Après la Révolution, encore une citation de Houellebecq, après la Révolution, sous-entendu la Révolution française, la société a perdu ses bases. Ça ne va pas pouvoir tenir à long terme sans religion. Le fait que la science soit devenue exactement positive, qu'il n'y ait pas d'entité métaphysique derrière les lois, rouvre en réalité la possibilité d'un fondement religieux. C'est une espèce on pourrait dire une espèce de désir de Dieu sans Dieu, puisque la science est en tension, on peut dire, vers le religieux. Là où Zemmour est proprement réactionnaire, c'est-à-dire souhaite rétablir un ordre ancien, disons dans la continuité de Burke, Joseph de Maistre, Barrès, Maurras, Mainville, etc. Houellebecq est un conservateur un peu étrange, c'est pour ça que j'hésitais, c'est pour ça que je parle d'hypothèse conservatrice. Houellebecq est un conservateur un peu étrange parce qu'il ne souhaite pas vraiment conserver l'ordre social tel qu'il est. Houellebecq pense qu'il faut qu'on sorte vite fait du XXe siècle, mais c'est un conservateur tourné vers le futur. Le conservatisme peut être source de progrès, écrit-il. La société n'étant pas possible sans religion, en même temps, Houellebecq loue les textes de Joseph de Maistre contre les protestants. Alors on sait que c'est une des grandes traditions de l'action française, d'avoir les protestants, les juifs et les francs-maçons comme ennemis. Il dit « De Maistre, dont Comte se réclame, Auguste Comte, notait qu'un protestant sera républicain sous la monarchie, anarchiste sous la République, il est pire d'être protestant qu'athée. » Donc c'est pas rien, quoi. Comme je parlais de Zemmour tout à l'heure, et je reliais Zemmour à l'action française, je fais une petite parenthèse comme ça, parce que bon, je me suis demandé si j'allais utiliser cette formule, et puis finalement j'ai décidé de l'utiliser. Je pense que les Français juifs ont beaucoup de chance, avec Éric Zemmour, que Zemmour le soit lui-même, parce que maurassien comme il est, je pense que si Zemmour n'était pas juif, il serait en plus antisémite. Et je le crois vraiment, donc voilà, comme ça, je balance ça, on verra bien ce que ça deviendra. J'en profite parce que quand même la formule est quand même un peu costaud, donc j'en profite pour boire un petit peu d'eau. Et je continue. Alors il faut quand même dire que sur ce qu'on appelle la post-modernité, la littérature n'avait pas dit grand-chose avant Houellebecq. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ressuscite un peu la crise de la modernité du XXe siècle
avec tout ce qui est en débat finalement dans cette époque. Et de ce point de vue-là, évidemment, on y voit tout de suite un intérêt, quoi. On repasse en revue un certain nombre de choses, de problèmes qui nous ont occupés, et puis on voit comment il les traite. Mais en tout cas, il a une façon de ressortir les choses qui nous intéressent un peu, même s'il les voit à travers son prisme à lui, mais c'est pas non plus rien. Je vois une espèce de rapport avec un sociologue qui a un peu déliré à la fin de sa vie, qui s'appelait Jean Baudrillard. Baudrillard, il avait une façon assez curieuse de faire. J'imagine qu'il faisait ça. Il prenait certaines tendances contemporaines, il imaginait ce que ces tendances pouvaient devenir dans 50 ans, et puis il regardait à partir de ce point-là. C'est-à-dire qu'il regardait à partir du point dans lequel il avait projeté, disons, les tendances actuelles, et puis regardait le présent à partir de cette projection. Il y a quelque chose de ça dans le travail de Houellebecq. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai du clonage, mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que projeter des tendances et puis regarder le présent à partir de ce qu'on imagine, de ce qui peut arriver. L'autre chose, c'est que alors, si pour Zemmour, la décadence, la catastrophe commence après De Gaulle, le regroupement familial de Giscard d'Estaing, par exemple, hein, vous le savez, pour Zemmour, c'est un des débuts de la catastrophe. Alors pour Houellebecq, la catastrophe commence bien avant, et ça c'est une chose que j'ai découverte en le lisant d'un peu près. La catastrophe commence avec l'individualisme qui pour lui commence à la Renaissance. La Renaissance est le début de la catastrophe. La religion et l'union des communautés du Moyen-Âge est une référence positive. Il écrit « La catastrophe que fut la Renaissance gréco-latine et surtout le protestantisme », on revient donc à cette espèce de haine maurassienne du protestantisme, qui par leur action conjointe devait nécessairement aboutir au siècle des Lumières et partant à l'effondrement de l'ensemble, le mal vient donc de loin. D'ailleurs, il écrit « La Révolution française, la République, la patrie, oui, ça a pu donner lieu à quelque chose qui a duré un peu plus d'un siècle. La chrétienté médiévale, elle, a duré plus d'un millénaire. » Bon, alors évidemment, il y a, comme toujours, hein, j'ai commencé par là, il y a toujours une ambiguïté chez lui. Par exemple, le personnage de Soumission fait une retraite à l'abbaye de Ligugé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine d'y aller. C'est dans le département de la Vienne, au sud de Poitiers. C'est le plus vieux monastère chrétien d'Occident encore en activité. Martin de Tours s'y installa en ermite en 361, dans une villa romaine en ruine, et ses nombreux disciples le poussent à fonder un monastère. Et bon, alors c'est assez intéressant cette histoire, parce qu'on voit bien du reste qu'on passe de l'Empire romain décadent à la chrétienté naissante. Hein. Donc, je veux dire que cette ermite se soit installée dans une villa romaine en ruine en 361, évidemment, c'est pas rien. Bon, bah, le personnage de Soumission de Houellebecq, il va faire une retraite, il est très bien reçu, et puis en même temps, il s'en va très vite, il fuit, car son seul désir est d'aller fumer une clope. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de rapport, disons, entre la grandeur d'un ordre passé et puis sa dérision un peu ironique, disons, plus tardivement. Alors, c'est pareil, j'ai prévu de vous lire des petits bouts de texte. Alors, page 39, et ben, j'y suis. Houellebecq écrit « Le christianisme réussissait ce coup de maître de combiner la croyance farouche en l'individu. Par rapport aux épîtres de saint Paul, l'ensemble de la culture antique nous paraît aujourd'hui curieusement policée et morne, et la promesse de la participation éternelle à l'être absolu. Une fois le rêve évanoui, diverses tentatives furent faites pour promettre à l'individu un minimum d'être, pour concilier le rêve d'être qu'il portait en lui avec l'omniprésence obsédante du devenir. Toutes ces tentatives jusqu'à présent ont échoué et le malheur a continué à s'étendre. Ça, je ne vous avais pas prévenu, mais on n'est quand même pas là pour rigoler. Hein. Alors, 253, j'ai aussi un petit quelque chose pour vous. C'est avec Descartes que commence précisément la période métaphysique moderne. Bon, ça, c'est une pensée qu'il a pris chez Heidegger, évidemment. Les étonnants progrès scientifiques et techniques de la Renaissance
s'était accomplie dans une sorte d'innocence philosophique, dans l'absence d'une pensée propre à les structurer. C'est sans doute pour cette raison que l'Église catholique n'aperçut pas immédiatement le danger et ne réagit que trop tard, lorsque les bases de son autorité spirituelle étaient déjà minées. S'avançant seul au milieu d'un champ de ruines, Descartes innova grandement en séparant pour la première fois avec une telle netteté la physique de la métaphysique. En posant face à face les catégories inutiles de la matière et de l'esprit, il créa d'un seul coup les conditions de la plupart des erreurs philosophiques ultérieures. C'est pas mal ce petit jugement sur Descartes, parce que pour celui que Hegel considère comme le premier philosophe moderne, Descartes, bon, on voit que Houellebecq le considère comme, disons, le continuateur de la décadence commencée à la Renaissance. Alors, c'est vrai que quand je disais ça, une image architecturale m'est revenue. Quand on regarde les églises romanes, le toit est très bas. Et donc, finalement, les croyants sont un peu écrasés par le toit de l'église romane. Maintenant, quand on regarde l'église gothique, il y a beaucoup de hauteur sous les cintres et le croyant peut se tenir debout. Mais à partir du moment où il se tient debout, il se rend compte qu'il tient debout tout seul. Donc, c'est vrai que cette espèce de mouvement que présente l'architecture, on passe de l'homme écrasé collectif, je dirais, ensemble, à l'homme seul debout. Et c'est ce moment de décadence que repère Houellebecq, mais on voit bien qu'il y a un changement, disons, de perspective, en tout cas déjà pour le regard, dans le passage d'un type d'architecture à l'autre, qui me paraît assez intéressant. Il y a aussi les textes de Philippe Ariès sur la mort, hein, sur l'iconographie chrétienne. Alors je ne sais plus très bien s'il parle de la cathédrale de Chartres ou de Reims, mais Ariès remarquait que l'homme se présente devant son Dieu avec une corde au cou qui tient un livre. Et que ce livre, c'est le livre de ses péchés. C'est-à-dire que chacun, à partir de ce moment-là, chacun va rendre compte de ses péchés devant Dieu. Donc on passe d'une conception collective de la mort, avec les grandes pestes, etc., à une conception de la mort où chacun est responsable de lui-même. Et pour Houellebecq, c'est la marque d'une décadence, c'est-à-dire une individualisation des pratiques, chacun rend compte de ses péchés devant Dieu, etc. Voilà. Donc c'est pas rien. Ça s'accompagne d'un désintérêt pour l'humanité dans La Carte et le Territoire, La Carte et le Territoire, qui est un roman de 2010, c'est le roman de Houellebecq qui a obtenu le prix Goncourt. C'est un roman qui a beaucoup de qualité du reste par ailleurs, peut-être j'y reviendrai. Houellebecq écrit « C'est vrai, je n'éprouve qu'un faible sentiment de solidarité à l'égard de l'espèce humaine. » Bon, ben voilà, au moins ça a le mérite d'être dit. On pense tout de suite à un rapport, enfin moi j'ai pensé à un rapport entre Houellebecq et Alain Robbe-Grillet. Bon, vous vous souvenez peut-être que Robbe-Grillet substitue la géométrie à la psychologie, et Houellebecq écrit « J'ai souvent l'impression que les individus sont à peu près identiques, que ce qu'ils appellent leur moi n'existe pas vraiment, et qu'il serait en un sens plus facile de définir un mouvement historique. Pour lui, la littérature est profondément un art conceptuel. C'est même à proprement parler le seul, dit-il. Hein. Les mots sont des concepts, les clichés sont des concepts. Il dit ça dans un texte qui s'appelle Approche du désarroi. Donc, on peut dire qu'il y a à la fois un reste de sentimentalisme chez Houellebecq, un côté midinette, et puis il s'ajoute l'utilisation des stéréotypes sociaux. Mais en tout cas, il y a une grande importance de la théorie. Hein. Houellebecq pense qu'il écrit des romans sociologiques. Et on voit bien donc le rapport entre Auguste Comte, hein, la sociologie, les rapports sociologiques, et d'un autre côté, l'inexistence individuelle, la négation, disons, de la psychologie dans cette littérature, qui fait qu'il essaye de saisir des fonctionnements collectifs, et de ce point de vue-là, on pourrait presque dire pré-renaissant, enfin d'avant la Renaissance, hein, puisque j'essaie de lier un peu ces thèmes que je vous présente de façon un peu désordonnée, un peu anarchique, je dirais. Dans le positivisme, on peut dire qu'il n'y a pas de sentiment qui ne soit pas des interactions sociales. Mais on n'a pas d'empathie, en fait, par rapport aux stéréotypes. On peut avoir de l'empathie pour quelqu'un, mais on ne peut pas avoir de l'empathie pour une idée ou pour un stéréotype. Donc, Houellebecq écrit là-dessus la nécessité de deux approches complémentaires, le pathétique et le clinique. Donc, d'un côté, la dissection, l'analyse à froid, l'humour, je rajouterais l'ironie, la moquerie. De l'autre,
la participation émotive et lyrique d'un lyrisme immédiat. Il y a chez Houellebecq un rêve qui est un peu un rêve baudelairien, c'est de créer des clichés neufs. Bon, chez Baudelaire, il y avait l'idée que les grands artistes sont ceux qui créent des lieux communs, et Houellebecq reprend cette idée, mais lui, il parle de clichés neufs. Quand on pense à tout ce qui n'est pas déceptif, disons, Houellebecq est quand même l'auteur du déceptif. Par exemple, pour lui, le bonheur ne peut être que limité et répétitif. On sent l'influence de Hobbes et de Joseph de Maistre. Dans Sérotonine, on dit par exemple que le travail des femmes empêche l'amour. Et que le bonheur est une accoutumance. Donc, vous voyez, on est à nouveau dans un fonctionnement à ambition ou à prétention, je dirais, sociologique. D'un côté, donc, il cherche l'immobilité contre la modernité, la stabilité contre l'effondrement général, en même temps qu'il vise un futur post-humain. Alors, c'est contradictoire, oui, mais c'est un peu contradictoire, mais en même temps, je pense souvent à cette phrase de Scott Fitzgerald qui dit qu'un artiste, c'est quelqu'un qui peut avoir deux idées contradictoires dans la tête et fonctionner quand même. De ce point de vue-là, on peut dire que Michel Houellebecq est un artiste. Maintenant, si je regarde plus précisément les romans, je vois deux, trois choses, à mon avis, assez intéressantes. La première, c'est qu'il brouille, Houellebecq, les médiations habituelles, les ambiguïtés, les énoncés. On est vraiment dans le domaine de l'ironie. Il y a un effet qui consiste à compromettre son lecteur. C'est une citation de Benoît Denis, qui a écrit un très très bel article qui s'appelle « Ironie et idéologie ». Donc compromettre son lecteur, car le lecteur ne sait pas où se situer face à l'ironie du discours de Houellebecq, qui est toujours un peu provocateur. Il y a évidemment, comme dans tous les romans, une distance entre le personnage, le narrateur et l'auteur. Mais chez lui, les modalités d'énonciation sont toujours un peu fuyantes. Ce qui fait qu'on peut dire la chose et son contraire. Et finalement, c'est un peu normal que dans le roman, il y ait quand même de l'ambiguïté, de l'ambivalence. Bon, sinon, ce serait uniquement des essais. On peut dire que la valorisation de l'ambiguïté est quand même un peu une essence du roman, d'une façon générale. Mais chez Houellebecq joue avec ça de telle façon qu'on peut avoir, en tout cas dans son premier roman, Extension du domaine de la lutte, en 1994, on peut encore un peu douter de ce qu'il pensait vraiment. Du reste, c'est Maurice Nadeau qui avait édité ce livre, qui est un éditeur qu'on connaît bien, et c'est Maurice Nadeau qui avait conseillé ce titre à Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. L'intérêt, c'est que dès ce premier roman, il définit très très bien son art poétique, et je pense qu'il n'en changera pas. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine constance. Voilà ce que Houellebecq écrit sur le roman, donc dans Extension du domaine de la lutte. Il dit « L'effacement progressif des relations humaines n'est pas sans poser certains problèmes au roman. Comment, en effet, entreprendrait-on la narration de ces passions fougueuses, s'étalant sur plusieurs années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations? Nous sommes loin des hauts de Hurlevent, c'est le moins qu'on puisse dire. La forme romanesque n'est pas conçue pour peindre l'indifférence ni le néant. Il faudra inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne. » Et je pense que c'est exactement le programme de travail. Donc, dans ce roman, il établit ce que j'appelle son art poétique, en tout cas son programme de travail, et il y restera fidèle toute sa vie. Ça explique aussi un peu la nature de sa phrase, plate. On est presque dans ce que Barthes appelait le degré zéro de l'écriture, mais c'est vrai que cette phrase extrêmement plate, en fait, est volontaire. C'est pas qu'il ne peut pas écrire autrement. C'est qu'il a choisi, et je crois qu'il l'exprime bien là, il a choisi cette forme de médiation, disons, pour rendre compte du monde contemporain, du monde moderne. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose avec Extension du domaine de la lutte qu'avec Céline, quand Céline a écrit Voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire qu'il y a eu des très bonnes critiques de gauche et des très bonnes critiques de droite. Parce que les gens ne savaient pas exactement sur quel pied danser avec ce texte-là. Écrire pour la première fois le roman de la dépression de l'homme contemporain,
avec un mélange de comique, donc satire du monde de l'informatique, des nouveaux modes de travail, et une sorte de pessimisme radical. Hein. Donc on peut dire que c'est un livre de l'amertume. Philippe Valls m'a fait passer un texte que je ne connaissais pas, un texte de Trotsky, de 1933, qui est titré Céline et Poincaré, et d'où j'ai extrait cette phrase qui pourrait servir aussi bien à décrire Céline qu'à décrire Houellebecq. Et la phrase est la suivante: une vue passive du monde, avec une sensibilité à fleur de peau, sans aspiration vers l'avenir. Bon, il y a une aspiration vers l'avenir, on va voir ça avec le clonage tout à l'heure, mais enfin bon, c'est une aspiration vers l'avenir, disons, qui n'est pas forcément très, très enthousiasmante. Mais en tout cas, voilà, pour extension du domaine de la lutte, cette phrase de Trotsky me paraît tout à fait bien. On est face à ce qu'on pourrait appeler un narcissisme contrarié, parodié. Dominique Rabaté a écrit un texte et il parle d'exhibition antinarcissique du moi. Bon, voilà, on est à nouveau dans une espèce de chose un peu contradictoire, quoi. Hein. C'est bon, exhibition antinarcissique du moi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de Houellebecq se dévalorise tout le temps, ou dévalorise tout le temps ses personnages qui sont nuls, qui abandonnent tout, qui ne réussissent rien, ni socialement, ni avec les femmes, ni rien. Enfin, tout est toujours un échec, et en même temps, il y a une valorisation de celui qui vit cet échec qui est assez importante. Hein. Alors, c'est vrai que dans les livres ultérieurs, l'ambiguïté première est transformée parce que, bon, bah, il met le paquet, quoi. Après, il met le paquet. Là, bon, dans l'extension du domaine de la lutte, on ne savait pas encore très bien sur quel pied danser. Et après, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire la distinction, je dirais, entre l'auteur, le narrateur et le personnage se réduit. Et on retrouve dans les romans de Houellebecq ce qu'on retrouve dans ses textes plus théoriques. Hein. Par exemple, en 2001, il publie Plateforme. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de confusion entre le discours du personnage et le discours de l'auteur, contre l'islam, par exemple. Bon, c'est exactement la même instance d'énonciation. Du reste, il a eu des assignations en justice et des procès pour ça, donc ça prouve bien que les juges, en tout cas, ont trouvé qu'il n'y avait pas de doute que c'était pas l'expression d'un personnage, mais l'expression de l'auteur lui-même. Alors, à partir de ce moment-là, il met en accusation ce qu'il appelle la racaille gauchiste et tous les méfaits des intellectuels de gauche. Dans les particules élémentaires, 1998, il faut tourner, dit-il, au plus vite la page de la modernité, puisque la narration de ce livre s'effectue en 2070, hein, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je citais Baudrillard. Et alors, je veux dire, ce texte est très contre la psychanalyse, les sciences sociales, Proust, Joyce. Finalement, pour Houellebecq, dans le XXe siècle, il n'y a que la science-fiction qui est à sauver. Des auteurs comme Philippe Cadic, Ballard, Vonnegut Jr., etc., qui sont des auteurs très passionnants par ailleurs. Hein. Moi, je suis un très grand admirateur de Cadic, évidemment, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, alors une petite notation qui me plaît assez de vous lire sur l'amour et le langage. C'est dans Sérotonine, c'est là, page 96. Encore une fois, manque un intervalle, un petit intermède musical. Enfin, je pourrais chanter, mais je crois que je vais laisser tomber. Oui, je vois Boris qui dit non, surtout ne chante pas, surtout ne le fais pas, donc je ne vais pas le faire. Alors, voilà ce que dit Houellebecq. Il est mauvais que des aimés parlent la même langue. Il est mauvais qu'ils puissent réellement se comprendre, qu'ils puissent échanger par des mots, car la parole n'a pas pour vocation de créer l'amour, mais la division et la haine. La parole sépare à mesure qu'elle se produit. Alors qu'un informe babillage amoureux, semi-linguistique, parler à sa femme ou à son homme, comme l'on parlerait à son chien, crée les conditions d'un amour inconditionnel et durable. Pas mal. Non mais faut le faire, quoi. C'est quand même. Hein, moi, j'aurais pas pondu ça, quoi. J'aurais été incapable de pondre un truc. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, j'aurais été incapable de pondre un truc pareil. Si encore on pouvait se limiter à des sujets immédiats et concrets, genre où sont les clés du garage, à quelle heure va passer l'électricien, ça pourrait encore aller. Mais au-delà commence le règne de la désunion, du désamour et du divorce. Ah oui, quand je vous avais dit que c'était pas un optimiste, hein, c'est... Alors, il y a autre chose qui est très intéressant chez Houellebecq, et qui est peut-être
un des thèmes centraux, c'est l'éloge du clonage. Parce que c'est quoi l'éloge du clonage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme aime le même contre l'autre. Finalement, se cloner, c'est se reproduire soi-même à l'infini. Mais l'éloge du clonage, c'est une façon de dire le rejet de l'autre, le racisme, est très net là-dedans. Parce que je vais me reproduire moi-même à l'infini, ou un nombre infini de fois, et plus je reproduis le même, plus j'élimine l'autre. Donc je pense que le racisme fondamental de Houellebecq s'exprime pas toujours en termes racistes. Alors contre l'islam, on le sait, mais ou les Arabes aussi, mais finalement c'est pas tant ça sa question. Sa question, c'est que il va revendiquer la nécessité du clonage, et on comprend que c'est là que s'exprime de la façon la plus dynamique, la plus positive, hein, si je peux dire, le rejet de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'à la fallacieuse valorisation de l'altérité, on s'oppose à l'amour du semblable. On oppose, l'amour du semblable. À la fallacieuse valorisation de l'autorité s'oppose l'amour du semblable, le désir d'auto-reproduction. Alors, le grand livre du clonage s'appelle La possibilité d'une île. La possibilité d'une île, et non pas du Nil, le fleuve, hein, la possibilité d'une île, qui est un beau titre du reste, hein, c'est un titre baudelairien, peut-être je reviendrai là-dessus. C'est son 4e roman, publié en 2005, et le clonage permet la création artificielle d'une nouvelle espèce. Donc dans le roman, on a le récit de Daniel 1, que coupe et prolonge des commentaires d'autres Daniel, inscrits dans une chaîne de clones, dont Daniel 25, qui vit deux millénaires après l'original. Donc en fait, on démarre à Daniel 1, qui nous est contemporain, et on va jusqu'à Daniel 25, qui vit 2 millénaires après l'original. Alors, les provocations misogynes, racistes, etc., sont rendues acceptables, car Daniel 1 est un comique de la fin du XXe siècle. C'est presque une ruse, c'est-à-dire que comme Houellebecq a eu quelques problèmes avec la justice sur ses positions racistes, etc., en fait, il fait de Daniel 1 une espèce de Pierre Desproges. Hein. Vous vous souvenez de cette attaque de Pierre Desproges? On m'a dit que des Juifs étaient entrés dans la salle, hein, qui est quand même un des moments de Desproges les plus fameux, il faut dire. Si vous n'avez jamais vu ça, allez sur YouTube. Desproges, on m'a dit que des Juifs sont entrés dans la salle, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que Houellebecq utilise ce procédé pour se permettre, c'est toutes ces provocations, misogynes, racistes, etc., etc. Le gars étant un comique. Il l'appelle du reste le Zarathustra des classes moyennes. Et alors, on a droit à des sketchs sur les Palestiniens, l'Opus Dei, la pornographie, les Lolita, etc., etc. Une phrase comme ça, au hasard, tirée un peu de cette prose. Si l'on agresse le monde avec une violence suffisante, il finit par cracher son sale fric, car évidemment, le personnage, le comique, fait tout pour s'enrichir. Alors, il est évidemment accablé par la mélancolie, l'apathie languide et finalement mortelle de Génération désincarnée, tout en rêvant à la possibilité d'une île, qu'éclairent les derniers vers d'un poème envoyé par son personnage à la femme qu'il aime avant son suicide. Bon, c'est vrai que c'est là qu'on est face à une espèce de désir baudelairien, ça s'exprime comme ça chez Houellebecq. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. On a aussi un regard assez bienveillant de l'auteur sur les sectes, avec les gourous comme dominants sexuels, etc. La question sexuelle est très importante chez Houellebecq. Houellebecq renvoyant toujours l'homme occidental, disons le petit blanc occidental, à une certaine impuissance sexuelle, une incapacité à faire jouer les femmes, par exemple, qui revient très fréquemment dans ses romans, et par rapport à ça, est toujours valorisé sur le plan sexuel, le noir, le métis, etc., etc. Donc on est face à un lieu commun là, assez courant hein, du rapport de l'homme à la sexualité, enfin de l'homme à la sexualité racialisée. Bon. Et c'est vrai que les néo-humains clonés seront libérés parce qu'ils seront d'abord libérés de tout désir. Donc, à partir du moment où ils sont libérés de tout désir, on peut dire qu'ils sont libérés. Voilà. Bon, ce pessimisme radical est influencé par Schopenhauer, mais Schopenhauer est une des références constantes de Houellebecq. Alors, troisième question, faut-il brûler Houellebecq? C'est la question de Simone de Beauvoir sur Sade, faut-il brûler Sade?
La première chose qu'on peut dire, c'est que Houellebecq est vraiment le symptôme d'une époque, de notre époque. La mise en avant d'un personnage non conflictuel, c'est un petit peu ça que met en place Houellebecq. Dans les romans de Houellebecq, les personnages font tout pour éviter les conflits. Et dans Soumission, qui a fait polémique parce que c'est un livre, bon, c'est un musulman qui se fait élire président de la République dans Soumission, et c'est vrai que le narrateur du livre fait tout pour éviter le conflit, et puis finalement finit par être réintégré à l'université, et puis accepte, bon, bah, voilà, cette situation. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est Bayrou que le président de la République prend comme Premier ministre, donc c'est dire, bon, c'est vrai que ça m'a quand même un peu diverti, en tout cas cet aspect, voir Bayrou se placer partout, quoi, hein, et même chez Houellebecq avec un président musulman. Alors, la mise en avant d'un personnage conflictuel, c'est la négation de ce que Georges Lukács appelait le moteur du genre romanesque. Puisque chez Lukács, le moteur du genre romanesque, c'est le conflit entre l'individu et la société. Et ce conflit, chez Houellebecq, est retourné, ironisé. Dominique Rabaté dit la chose suivante: alors que le roman s'est construit sur le développement de l'individu conflictuel, Lukács, théorie du roman, Houellebecq dévitalise cet instrument capital, comme s'il portait consciemment le genre à son point de rupture, en introduisant comme protagoniste paradoxal un individu non conflictuel, dans une forme qu'il incarne encore, alors, le roman, mais en l'inversant. Donc, c'est pas uniquement un débat esthétique, hein. Il y a aussi des enjeux politiques et idéologiques à cette affaire-là. Et ça m'a fait penser au livre de Alain Ehrenberg, qui s'appelle La fatigue d'être soi, dans lequel Ehrenberg, le sociologue, il décrit l'effritement du conflit entre individu et société. Notre temps, par son excès d'individualisme, donne une injonction permanente à s'épanouir, à se réaliser, à réussir sa vie, et produit finalement une espèce de pathologie de l'impuissance qui prend la place qu'occupait avant la culpabilité et le sentiment de la faute. La dépression a remplacé la névrose et son refoulement. Tout est sans barrière ni épaisseur. Nous sommes prisonniers de notre transparence. C'est assez intéressant ça, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le travail en entreprise et ce qui se passe en entreprise aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des séminaires, des animations pour expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se réalisent, qu'ils améliorent leur performance, qu'ils deviennent responsables de leur propre travail, etc., etc. Et plus finalement ces formations-là ont lieu, plus les gens sont déprimés, avachis, etc., etc. Aussi parce que j'ai toujours remarqué, moi il m'arrive de faire des interventions comme ça en entreprise, dans des écoles, et j'ai toujours remarqué qu'on est dans une espèce de contradiction. Je fais une petite parenthèse. D'un côté, le salarié suit la ligne hiérarchique, c'est-à-dire qu'il obéit à l'ordre, mais d'un autre côté, on lui dit de s'organiser en réseau, de réseauter avec les autres, de produire des idées, de proposer des idées, etc. Donc, s'il joue le jeu, ben, il se réunit avec ses collègues et puis il propose des idées, et comme en même temps il est complètement dans l'indépendance hiérarchique, ça lui rajoute une contradiction. Il est en contradiction avec lui-même, si je peux dire, parce qu'on le sollicite pour qu'il invente, mais en même temps il doit obéir à des ordres. Et cette contradiction fait que finalement il n'a plus envie de participer à rien, et honnêtement on ne peut pas lui reprocher. Donc chez Houellebecq, on peut dire que l'écriture n'est ni thérapeutique ni cathartique, elle ne soulage pas. Il n'y a plus rien d'original, et c'est vrai que son discours aime les généralités sociologiques. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut voir un ancêtre de ça dans le livre de Pérec, Les choses, qui à mon avis, est un livre dont Houellebecq ne parle pas, mais qui a dû être assez important dans sa compréhension, en tout cas, des phénomènes qu'il décrit comme des phénomènes sociaux. Mais bon, chez Houellebecq, le narrateur des romans est un individu statique qui est uniquement défini par son salaire. Hein. Donc, encore une fois, c'est des critères sociaux. On peut dire que le manque de style expressif peut rendre compte justement de cette situation. Et c'est là où Houellebecq arrive à créer un monde littéraire dans lequel son mode d'écriture, dont je parlais tout à l'heure, simule, disons, ce que ces personnages vivent. Hein. La langue plate suffit complètement, et il n'y a pas besoin de
disons que les relations intersubjectives, dans tout ce qu'elles ont de dynamique, disparaissent, on n'en a pas besoin. Donc, l'énonciation des opinions s'exprime sans surmoi, que ce soit les femmes traitées vulgairement comme des objets de consommation sexuelle, ou les nègres. Hein. De même, le verbe trancher pour parler des relations sexuelles. Donc je veux dire que c'est vrai que Houellebecq dit les nègres quand il parle des noirs, et il dit trancher quand il parle des relations sexuelles. Et finalement, ce niveau de description correspond complètement à l'état dans lequel ces personnages sont. Donc on peut dire vraiment que ce sont des personnages de la dépression et de la dépression contemporaine. On est face à une expression immédiate des opinions les plus courantes et les plus viles. Donc c'est assez intéressant d'avoir un auteur qui est considéré comme un auteur de la modernité, disons de la postmodernité, en tout cas qui nous est totalement contemporain, et qui utilise les opinions les plus courantes et les plus viles qu'on entend partout, dans les conversations de bistrot, etc., etc. Donc c'est vraiment l'auteur contemporain des beaufs, quoi. C'est quand même, c'est très passionnant de ce point de vue-là, je dirais, parce que comme vous le savez peut-être, mais Houellebecq a été très porté par les Inrecuptibles pendant longtemps. Il avait beaucoup d'interviews dans les Inrecuptibles, etc. Il aimait bien, il publiait ses poèmes, etc. Donc c'est l'hyper-contemporain qui est en même temps l'hyper-beauf, quoi. Voilà, c'est presque un personnage de Cabu, vous savez, ce personnage de Cabu qui va sur la plage et qui a les couilles à l'air comme ça, qui a les couilles qui sortent un peu de son maillot de bain, et puis qui dit tout un tas de platitudes sur les filles qui passent en bikini, je ne sais quoi. Bon, finalement, Houellebecq, c'est un peu ce personnage-là. Alors s'ajoute évidemment l'impossibilité de lutte politique dynamique. Hein. Il y a une grande dépolitisation. Rien n'est possible. Et du reste, on peut presque dire que de la même façon qu'on écrit « il pleut », on pourrait écrire « il grève ». Alors un autre exemple intéressant, c'est le sexe tel qu'il est présenté dans Extension du domaine de la lutte. La sexualité est présentée comme un système de hiérarchie sociale. Il écrit, Houellebecq, les effets des deux systèmes, donc le système économique et le système sexuel, les effets des deux systèmes sont d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, d'autres jamais. Donc bon, là on voit un style vocabulaire marxiste avec un style un peu situationniste. Ça semble presque une dénonciation de la misère sexuelle, mais ça se transforme en un conflit, en un constat d'inégalité de fait. Houellebecq continue par dire « En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société, de même que le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. » Donc on voit qu'il n'y a pas de correction possible, pas de lutte réelle finalement. Hein. C'est une espèce de darwinisme un peu pessimiste, c'est-à-dire que les choses sont posées une fois pour toutes, elles sont statiques, elles ne bougeront pas. On ne peut pas dire que la lutte des sexes a remplacé la lutte des classes, les deux se sont effondrés dans la neutralisation d'une lutte qui est le nom de la loi de la jungle naturelle. Et c'est vrai qu'on pense à American Psycho hein, de Bret Easton Ellis, si vous avez ce roman en tête, ou pas, il y a un film du reste aussi qui a été fait. C'est l'histoire d'un cadre américain très intégré, très riche, etc., qui est tellement frustré finalement qu'il invite des jeunes femmes chez lui qui les coupe en morceaux. Et en fait, c'est vrai que dans cette espèce de regard un peu sur les rapports entre la domination économique et la domination sexuelle, les personnages sont envoyés une sorte d'impuissance dans leur vie sexuelle, comme ils sont envoyés à une impuissance dans leur vie économique, même s'ils sont riches, fortunés, ils sont dominés par la répétition, l'ennui, etc. etc. De ce point de vue-là, on peut dire que ce sont vraiment des personnages contemporains, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, il y a une espèce de jouissance, on peut dire des signes négatifs, que le monde envoie à celui qui vit en retrait, et celui qui vit en retrait tente de participer le moins possible, je dirais, à la vie sociale. Donc c'est une position d'observateur, ironiste, ou plutôt une espèce d'ironie de l'ironie, pour citer un autre auteur, Éric Bordas, qui analyse tous ces phénomènes très très bien. La solution, c'est de s'échapper hors du domaine humain, dans un futur où l'homme n'a plus sa place. Houellebecq dit « il n'y a pas d'homme ». Dès qu'il n'y a pas d'homme, quelque chose paraît possible.
Donc c'est l'utopie du post-humain, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais du clonage. Dans les particules élémentaires, on a une humanité, les particules élémentaires, qui est un roman de Michel Houellebecq, une humanité réconciliée avec elle-même, car elle a échappé, grâce au clonage, à la fatalité de la sexualité. Parce que c'est vrai que l'idée aussi, c'est face à l'impuissance, disons, de l'homme moderne, c'est d'échapper à la sexualité. Et la meilleure façon d'échapper à la sexualité, évidemment, c'est de se cloner, c'est-à-dire de marquer bien la différence entre sexualité et reproduction, le clonage permettant la reproduction sans la sexualité. C'est, je dirais, ce que je disais tout à l'heure, un apaisement du pareil et une indifférenciation du même. À partir du moment où on se reproduit soi-même, je veux dire qu'on élimine l'autre, mais je parlais de ça tout à l'heure. Il y a un évanouissement du roman par le romanesque, dit Michel Biron, le personnage non conflictuel chez Houellebecq. C'est un article qui s'appelle « Le personnage non conflictuel chez Houellebecq ». Alors la question, c'est est-ce qu'il faut lire les auteurs conservateurs et réactionnaires contemporains? J'aurais tendance à répondre oui. D'abord parce que c'est toujours bien de connaître son adversaire, et puis ce que j'appellerais le point de vue de l'autre. C'est un peu pareil dans le cinéma. C'est Orson Welles qui faisait une remarque sur le personnage très négatif de Othello, Iago, et qui disait depuis Freud, on peut tout expliquer, mais Iago reste un sacré fils de pute. Et pour un acteur, c'est vraiment très intéressant de travailler Iago, ou comme l'a fait Bruno Ganz, de jouer Adolf Hitler, parce que, en fait, c'est est-ce qu'on arrive à comprendre les motivations des gens en les jouant, c'est-à-dire en trouvant à travers nos propres sentiments, nos propres pulsions, les sentiments d'un personnage qui nous paraît négatif, indépendamment des structurations historiques qui font que tel personnage arrive à tel moment. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Par exemple, il y a un livre de Richard Millet qui s'appelle La confession négative. Donc Millet part au Liban et il va lutter avec les milices chrétiennes contre les Palestiniens. Et tout d'un coup, quand je lis ça, les milices chrétiennes qui ont fait les massacres de Sabra et Shatila, donc c'est quand même pas rien. Mais en fait, quand je lis ça, je me dis, oui, ça me plaît bien, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que mon point de vue, je l'ai, mais est-ce que la littérature, c'est pas aussi un outil pour avoir le point de vue de l'autre? Et le point de vue de l'autre m'intéresse presque plus que mon point de vue à moi, parce que mon point de vue à moi, je le connais. Mais si la littérature me permet de rentrer dans la peau de l'autre, dans la tête de l'autre, ça m'intéresse assez. Alors, par exemple, sur Millet, dans La confession négative, je vous lis le 4e de couverture, parce que ça dit bien cette densité-là. Il écrit « Ce n'était plus la guerre fantomatique à quoi, depuis mon arrivée à Beyrouth, je m'étais habitué et qui ne venait pas. Ce n'était plus du roman devenu vague rêverie au fond de l'ennui. C'était l'essence même de toute littérature. La guerre, violente, exigeante, dangereuse, enivrante aussi, car j'y ai retrouvé les gestes qui étaient les miens, enfant, dans les bois de Siom, quand je jouais à la guerre et que je mourais ou tuais avec une ivresse qui me laissait croire que j'étais la proie d'autre chose que de la fièvre du jeu. Mais à Beyrouth, cette nuit-là, au premier étage du magasin que nous devions tenir, donc avec les milices chrétiennes, dans le bruit des armes, les éclats, l'odeur de poudre, d'huile et de métal chaud, je sentais les autres miliciens bien plus proches de moi que mes anciens compagnons de jeu. Tout ça me plaisait dans une dimension inquiétante, voire terrifiante du plaisir, celle qu'on connaît dans les très grands amours. Quand je dis ça, je me dis, oui, c'est une expérience très spécifique, très particulière, et si la littérature ne me la donne pas, comment est-ce que je peux le savoir? Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de lire les grands conservateurs et les grands réactionnaires. Par exemple, moi je ne crois pas que le mal en soi existe. Mais j'ai toujours été passionné par les auteurs qui pensent que le mal en soi existe. J'en cite 3, Georges Bernanos, Dostoïevski et James Ellroy. J'apprends quelque chose en les lisant, parce que j'apprends à voir le monde à partir de leur position. Et du coup, ça m'intéresse. Alors, bon, c'est vrai que la différence entre Millet et Dostoïevski, c'est que Dostoïevski est devenu un classique. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que le thème de Crime et Châtiment, c'est de savoir si on peut tuer une logeuse qui s'enrichit comme une juive. C'est ça la pensée de Dostoïevski, c'est ça qu'il veut dire. Hein. Alors aujourd'hui, on parle des états d'âme de Raskolnikov, etc., mais on oublie que le thème de Dostoïevski, qui était grand russe antisémite, c'est ça dont il parle.
On a l'impression que le temps anesthésie un peu les choses. Hein. C'est-à-dire que comme c'est loin, comme c'est un classique, comme c'est un grand auteur, on pense plus trop à ce qu'il raconte. Mais c'est ça qu'il raconte. Peter Brook faisait remarquer, je me souviens que dans les pièces de Shakespeare, quand on parle des guerres, la guerre de 100 ans par exemple, on s'en fout un peu. Même s'il y a eu des milliers de morts pendant une bataille, des centaines de morts, des milliers de morts pendant une bataille, parce que c'est très loin. Si on parle aujourd'hui d'un conflit plus proche de nous, je ne sais pas, par exemple, les conflits yougoslaves qui sont pas très loin, ou ce qui peut se passer en Afrique, ça nous touche plus. Mais finalement, ce qui s'est passé sous Shakespeare, c'est aussi grave, sauf que c'est tellement loin qu'on s'en moque un peu. Et je pense que c'est ce qui se passe. La différence entre Dostoïevski et Millet, elle est un peu là, finalement. Hein, bon. Mais j'ai l'impression que c'est quand même important pour cette raison-là. Hein, le point de vue de l'autre. Il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est Jeff Koons. Je vais vous faire un petit... je partirai un petit peu sur un chemin de traverse à vous parler de Jeff Koons. Pourquoi ? Parce que, d'abord, Jeff Koons est un des personnages de La Carte et le Territoire, et Jeff Koons me paraît aussi montrer quelque chose d'intéressant. Bon, pour aller très très vite dans l'histoire de l'art, il y a 3 grandes périodes, disons. Hein. Il y a la première période qui va de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, et la question, c'est la question du beau. Bon, il y a des critères du beau. Il y a des critères objectifs du beau qu'on apprend dans les écoles, etc. Et c'est ces critères-là qui permettent de dire, par exemple, à un auteur que telle pièce de Molière, par exemple, Le Misanthrope, est une meilleure pièce que Les Fourberies de Scapin, même si Les Fourberies de Scapin ont été écrites après. Bon. Il y a des critères du beau. On en discute, mais il y a des critères. À partir du XVIIIe siècle, l'esthétique change. La question devient la question du beau, mais non pas avec des lois. La question du beau est renvoyée au goût personnel. C'est mon goût qui décide du beau. Donc, effectivement, ma sensibilité, mon goût, etc. Et c'est là que va se créer le terme esthétique, du reste, qui veut dire ça. Qui veut dire, mon goût décide, ma sensibilité décide de ce qui est beau et de ce qui est laid. Ça pose des questions vertigineuses, hein, comme la question que pose Kant dans la faculté de juger. Si c'est mon goût qui décide de ce qui est beau et de ce qui est laid, comment se fait-il qu'il ne vient à l'idée de personne de dire que Bach, c'est de la merde ? Alors, Kant ne dit pas Bach c'est de la merde, mais c'est ça son idée. Donc il va inventer tout un tas de concepts, finalité sans fin, jugement esthétique sans concept, etc., pour comprendre cette contradiction. Et puis à partir de Marcel Duchamp, comme vous savez, la question change complètement. La question artistique n'est plus la question du beau, mais la question de l'art. Duchamp dit, si je mets un urinoir dans un musée, ça devient une œuvre d'art. Le musée crée l'œuvre d'art. Donc forcément, on a un changement de perspective totale. Et là je pense qu'on a trois moments importants. Marcel Duchamp, Andy Warhol, Jeff Koons. Du reste, Houellebecq parle de Warhol comme du père du clonage artistique. Alors, Koons, c'est quoi ? Pourquoi c'est si intéressant ? Les gens qui critiquent Koons disent c'est pas de l'art, c'est de la merde. Il fait des formes, il prend des espèces de formes un peu absurdes, des ballons, il en fait des sculptures qui sont reproduites à l'infini, qui sont même pas faites par lui, qui sont faites par son atelier, et ça coûte très cher, ça vaut beaucoup d'argent, le gars s'est enrichi. Oui, mais qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre exactement l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire que moi je pense que Jeff Koons est un grand artiste. Or, l'esthétique, la question, c'est pas de savoir si c'est beau ou si c'est pas beau. C'est plus ça la question que pose Jeff Koons. C'est de savoir s'il arrive à dire quelque chose de l'époque. Et oui, il dit quelque chose de l'époque. Il dit très précisément qu'on vit dans une époque dans laquelle la valeur monétaire crée la valeur artistique. Et c'est ça, c'est pour ça c'est à partir de cette idée-là qu'il s'enrichit. C'est vrai qu'il est très riche, mais il est très riche parce qu'il nous montre de quoi l'époque est faite. Et c'est quoi un artiste ? C'est bien quelqu'un qui nous montre de quoi l'époque est faite, mais au lieu de nous le montrer de façon idéologique, il nous le montre de façon esthétique. Oui, en tout cas, il nous le montre par une forme. Andy Warhol avait réussi à reproduire à l'infini la même forme avec des petites nuances. Hein, vous vous souvenez, évidemment, c'est Marilyn Monroe, c'est Mao Tse-tung, etc., etc. Et bien, Koons, il dit, l'époque est faite de ça, je suis suffisamment cynique pour m'enrichir, mais en même temps, il nous montre de quoi l'époque est faite. Et quand on regarde, je ne sais pas moi, la lutte entre Pinault et Arnaud, par exemple, pour avoir le plus beau musée, et pour acheter les œuvres le plus cher possible, eh bien c'est pas parce que les œuvres sont belles qu'elles coûtent cher, comme la Joconde, c'est parce que les œuvres coûtent cher qu'elles sont belles. Et c'est ça qui définit l'époque. Donc de ce point de vue-là, pour moi, Jeff Koons dit exactement l'époque dans laquelle on est, en tout cas, il le montre, et je pense que il le montre, et Houellebecq, d'un certain point de vue, nous le dit.
parce que son héros déceptif, déprimé, impuissant sexuel, raciste, anti-musulman, anti-noir, anti-femme, anti-tout ce que vous voulez, eh ben, il est un peu représentatif des grandes tendances de l'époque. Donc nous, par rapport à ça, on se considère comme un peu en résistance, mais en même temps, notre époque est faite de ça. Et c'est ça qu'on a à manger tous les jours. Donc c'est quand même pas rien de le rappeler. De ce point de vue-là, ces auteurs nous mettent le doigt sur des choses qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on ne veut pas voir, mais qui sont le plus commun de notre époque. Donc ça me paraît quand même assez intéressant. Alors, en même temps, cette critique du progrès, je finirai par là, la critique du progrès dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est déjà présente dans l'école de Francfort, par exemple. Je pense à Horkheimer et Adorno, qui ont bien fait la différence entre raison instrumentale et raison pratique. Je rappelle la question, finalement. Est-ce qu'on peut critiquer le progrès ? Ils disent oui. Auschwitz, c'est le progrès. Je veux dire que c'est des trains, c'est de l'organisation, c'est de la technique, c'est du savoir. Et finalement, le progrès dont nos auteurs progressistes mettaient tellement en avant, ça produit quoi ? Ça produit une machine de destruction massive. Donc, à la limite, si Adorno peut critiquer le progrès, Houellebecq, il fait ça. Il fait pas ça de la même façon, je crois l'avoir expliqué, mais il fait ça aussi. Donc, je dirais que ça doit quand même un peu nous interpeller, nous intéresser. En tout cas, ils mettent le doigt sur quelque chose face auquel on peut pas rester indifférent. Il faut revenir en fait sur l'impossibilité d'une île, puisque le bonheur n'est pas un horizon possible. Je finis un peu par ça. C'est vrai que, par exemple, Houellebecq écrit « L'idée qu'on ne peut de toute façon pas grand-chose à quoi que ce soit s'impose tranquillement. La vie professionnelle n'est qu'un long et progressif enlisement. C'est même sans doute pour cette raison que les amitiés de jeunesse, celles qu'on noue pendant des années d'étudiants et qui sont au fond les seules amitiés véritables, ne survivent jamais à l'entrée dans la vie adulte. On évite de revoir ses amis de jeunesse pour éviter d'être confronté aux témoins de ses espérances déçues, à l'évidence de son propre écrasement. » Qu'est-ce qui a manqué ? On comprend bien ce qui a manqué. C'est l'échec du grand projet émancipateur, finalement. Qu'est-ce qui rend possible un Houellebecq ? C'est que la révolution sociale qu'on souhaitait s'est perdue dans les tragédies du communisme. Donc, finalement, il n'y a pas d'horizon. Mais quand je réfléchis pour nous-mêmes, il n'y a pas d'horizon. Finalement, c'est pas que pour Houellebecq qu'il n'y a pas d'horizon. Pour nous-mêmes, il n'y a pas d'horizon. Les gens pensent aujourd'hui massivement que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et c'est ça l'horizon. Donc l'horizon est forcément déceptif. Et c'est de ce point de vue-là que Houellebecq met le doigt sur ce qui nous habite tous, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce qu'on peut encore avoir des velléités ou des espérances politiques. Enfin, quand on raisonne un peu, on sait bien que ces espérances politiques-là sont un peu mortes. Et c'est un monde sans horizon, sans perspective, sans ligne directrice. Donc l'éternel présent du capitalisme roi, qui est compatible aussi bien du reste, et ça c'est une des forces du capitalisme, c'est sa plasticité, qui est compatible aussi bien avec les démocraties libérales qu'avec des dictatures, chez Pinochet, ou des régimes à parti unique, la Chine, ne permettent aucune échappatoire. Donc qu'est-ce qui reste ? Le cynisme et le clonage. Bon, je finirai en disant que je n'ai pas abordé la question de l'islam, qui est évidemment très importante, pas par crainte d'en parler, mais parce que c'est une question qui, à mon avis, mériterait d'être traitée en elle-même et qui a des grands développements. Je veux dire que quand Houellebecq dit que la religion musulmane est la religion la plus conne qui soit, il se place dans une tradition où de Spinoza à Voltaire, de Lévi-Strauss à Naipaul, la critique farouche de l'islam est importante. Donc je me suis dit que j'allais pas parler de ça parce que ça nécessitait un traitement en soi-même. Et je pense qu'il manque du reste, il nous manque une grande histoire de l'islamophobie qui serait sur le modèle de l'histoire de l'antisémitisme de Paul Yakov. En tout cas, à ma connaissance, une grande histoire de l'islamophobie n'existe pas, ce qui, à mon avis, serait bien nécessaire. Je veux quand même dire 3 points là-dessus, finir en disant 3 points. Le premier, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Edoui Plenel qu'il faut défendre les musulmans vivant en France. Pour les musulmans, me paraît très bien. Mais il faut rappeler 2 choses à côté. C'est que notre horizon intellectuel
est quand même un horizon pour se défaire de la superstition et de l'aliénation religieuse. On a tendance à oublier qu'on est quand même dans une perspective, finalement la perspective ouverte par les Lumières du XVIIIe siècle. Hein. Défendre les musulmans, oui, mais ne pas oublier que la religion est une aliénation. Et puis je dirais une troisième chose, parce que je trouve qu'on est un peu faible par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas laisser à la droite et à l'extrême droite la défense des chrétiens d'Orient. Il faut dire qu'on sait à quel point les chrétiens sont maltraités en Orient, et c'est vrai qu'il n'y a que les gens de droite et d'extrême droite qui s'emparent de ce sujet. Je crois qu'il faut défendre les chrétiens d'Orient comme il faut défendre les musulmans en France. Gilles Deleuze disait que être de gauche, c'est aimer son lointain comme soi-même, et si son lointain est un chrétien oriental, mais il faut le défendre autant qu'on défend les musulmans français. Merci de votre attention et à bientôt.